Madame la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, chère Marie-Claire Martel, qui nous accueillait aujourd'hui. Monsieur le président de la Société des gens de lettres, cher Christophe Hardy, qui avait organisé cette journée avec l'aide de toutes les organisations partenaires que je remercie également. Chers amis, bonsoir à tous. Je me devais absolument d'être présente pour clôturer devant vous ce forum consacré à l'intelligence artificielle, un sujet brûlant d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sur lequel on a désormais quand même assez de recul pour tenir cette première grande conversation dans un hémicycle aussi prestigieux. Grande conversation avec évidemment celles et ceux qui en parlent le mieux, écrivains, traducteurs, illustrateurs, photographes, artistes, des arts graphiques et plastiques, compositeurs, scénaristes, organisations professionnelles, juristes, économistes, experts de cette nouvelle technologie, etc. Vous avez soulevé un certain nombre de questions cruciales aujourd'hui. Quels sont les métiers qui vont évoluer, ceux qui vont apparaître? Comment mieux former les nouvelles générations? Comment protéger les droits d'auteur et les droits voisins quand on voit que certains modèles ne se privent pas de piller des œuvres protégées? Comment garantir une information fiable quand on voit toutes sortes de choses apparaître comme des photos du pape en doudoune qui inondent si rapidement les réseaux sociaux? Comment faire en sorte que ces grands modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT reflètent aussi davantage la culture française? Pour répondre, entre autres, à ces questions, la Première ministre a annoncé en septembre l'installation d'un conseil stratégique de l'intelligence artificielle. J'ai personnellement tenu à ce que ces réflexions intègrent les enjeux de notre secteur et il y a bien une personne qui représente le lien avec tous les champs de la culture. Je veux la remercier, c'est Alexandra Bensamoun qui est intervenue ce matin et qui donc fait partie de ce comité, mais qui fait aussi partie du comité culture que j'ai constitué, composé de 5 personnes, avec la chef d'entreprise Marion Carré, l'économiste Antonin Bergeau, l'auteur, compositeur, producteur et interprète Benoît Carré et le président d'Arte, Bruno Patino. Je ne veux pas trop m'avancer ici sur les recommandations que ce groupe d'experts va me présenter d'ici le printemps, mais je voulais au moins vous donner ma vision à ce jour de ce sujet si sensible pour notre secteur. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer sur le sujet, notamment en clôture de l'événement de Newstank Think Culture en septembre au Centre Pompidou et plus récemment devant le CSPLA. Je disais que nous avions 3 défis majeurs à relever. C'est ce triptyque qui va guider notre action dans les mois qui viennent: innover, réguler et former. Innover, je commence par ça, parce que la culture a toujours été à la pointe de l'innovation et a su embrasser les nouvelles technologies qui peuvent être une chance pour notre secteur. J'ai accompagné, par exemple, il y a 2 semaines, le président de la République sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Eh bien, figurez-vous qu'on utilise l'intelligence artificielle pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale, améliorer notre connaissance de son histoire en analysant des milliers de pages de registres manuscrits qui datent du XIVe siècle. L'IA peut également aider à restaurer des tableaux, comme la Ronde de nuit de Rembrandt, faire avancer l'archéologie en reconstituant des céramiques brisées, contribuer à enrichir la médiation culturelle dans les musées. J'ai pu moi-même, par exemple, discuter avec un Van Gogh plus vrai que nature à Vivatech en juin dernier, qui répondait à absolument toutes mes questions, y compris sur des estampes japonaises que normalement personne ne connaît. Tout comme le Web 3, l'IA offre aussi la possibilité inédite de sécuriser l'exploitation des contenus et la remontée des recettes. J'ai cité plusieurs fois l'exemple d'une start-up que j'ai rencontrée à Lyon, que nous soutenons avec France 2030, qui s'appelle Pixia, qui détecte les utilisations frauduleuses d'une photo sur Internet pour ensuite réclamer les droits des photographes et ainsi les protéger. Voilà quelques exemples qui sont la preuve que ça n'aurait pas de sens de chercher à opposer culture et innovation. Ça me semble un débat assez stérile. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. La culture a été un laboratoire des progrès technologiques et inversement, la technologie a eu un impact décisif sur le développement de tous les secteurs de la culture et sur la diffusion de la culture. Vous l'avez bien rappelé aujourd'hui,
le nerf de la guerre pour l'IA, c'est la donnée. Et grâce à l'investissement public depuis tant d'années, la France est assise sur une véritable mine d'or, on peut dire, avec des données et des métadonnées de grande qualité, protégées, industrialisées, technologiquement performantes. C'est un véritable trésor. L'enjeu n'est pas simplement de rivaliser avec les grands modèles anglo-saxons, mais de s'assurer que les intelligences artificielles vont refléter davantage notre corpus de textes, de mots, de valeurs, de langues au pluriel, nos représentations du monde en quelque sorte. Au fond, il s'agit de diversité culturelle et de ce que les Québécois désignent avec ce mot que j'aime beaucoup, la découvrabilité. C'est ce qu'a également rappelé à plusieurs reprises le président de la République. Je cite quand il dit « souhaiter mener une politique d'ouverture de nos bases de données tout en protégeant, c'est toujours lui qui le dit, les droits d'auteur et les droits voisins pour lesquels la France a toujours été en tête. » Afin d'inventer ce modèle éthique, juridiquement robuste, économiquement juste, un travail s'ouvrira prochainement avec nos grandes institutions publiques, je pense par exemple à la BNF ou à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, à qui j'ai d'ores et déjà demandé des propositions concrètes. Nous pourrons également mener ce travail avec les autres institutions culturelles, mais aussi l'audiovisuel public, les représentants des auteurs, des créateurs, des ayants droit, les producteurs et les éditeurs, tous ceux qui font la richesse de notre patrimoine et de notre création. Mais évidemment, cette ouverture à l'innovation doit aller de pair avec la régulation, une régulation intelligente, indispensable. En matière de réseaux sociaux, nous avons attendu plus de 20 ans avant de fixer des règles ambitieuses avec le DSA, le Digital Services Act. Il viendrait à l'esprit de personne de remettre en cause leur bien fondé aujourd'hui. On ne peut que se réjouir que l'Europe se penche dès maintenant, et pas dans 20 ans, sur la régulation de l'intelligence artificielle. Je cite souvent la métaphore du code de la route qu'un jour Jean-Michel Jarre m'a indiqué et qui me semble limpide. Oui, le code de la route, ce sont des contraintes, des stops et des céder le passage, mais on en a bien besoin pour éviter les accidents et faire en sorte que tout le monde avance sans problème. Sinon, c'est le Far West, pour reprendre votre expression. L'Europe est justement le premier continent à se doter de règles avec l'IA Act, dont les négociations se sont achevées il y a très peu de temps. Le texte n'est pas complètement finalisé, mais je dois d'ores et déjà saluer l'avancée décisive que nous avons obtenue en matière de droits d'auteur avec l'obligation de transparence des données d'entraînement. Le respect de la propriété intellectuelle par ces modèles est un principe fondamental. Et cet accord est une première étape qui était loin d'être acquise. Vous le savez. Un travail technique s'ouvre à présent pour peaufiner les détails et vérifier la faisabilité des mesures proposées sur l'accessibilité des données, leur niveau de transparence, les modalités d'accès par des tiers de confiance, tout en garantissant la compétitivité des entreprises européennes. Quels que soient les moyens retenus, tout ceci doit se faire bien naturellement dans le respect effectif de la propriété intellectuelle et je m'engage à la plus grande vigilance et combativité possible sur ces questions. Comme l'a rappelé le président de la République, je le cite à nouveau, il nous faut disposer de modèles d'IA sûrs, loyaux et transparents. Et c'est pourquoi il faut garantir la propriété intellectuelle et la protéger, disait-il. Depuis Beaumarchais, la France a toujours défendu le droit d'auteur tout en étant au service de l'innovation et pas contre l'innovation. Les directives SMA, droit d'auteur, droit voisin que la France a portées, défendues, obtenues au niveau européen, et on a été un des premiers pays à chaque fois à les transposer, en sont une très belle preuve et je suis persuadée qu'on peut continuer à montrer la voie d'une intelligence artificielle sûre, vertueuse et responsable. J'en viens rapidement à l'enjeu de la formation, parce que je pense que c'est absolument nécessaire de se projeter dans comment intégrer l'IA à notre force de création, comment objectiver son impact sur les métiers, sur le partage de valeur, sur l'emploi. C'est aussi le travail que mène le comité d'experts que j'ai désigné à nos côtés. Je partage évidemment votre conviction que la créativité humaine ne pourra jamais se réduire à une formule mathématique ou à une ligne de code. Mais nous devons nous outiller pour utiliser cette technologie et pas la subir.
Les professionnels de la culture doivent être formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et s'approprier cet outil. C'est tout l'enjeu de notre plan d'investissement France 2030. Dans le cadre de l'appel à projet, par exemple, de la grande fabrique de l'image, l'État investit 35 millions dans la formation, notamment numérique, et notamment dans le numérique sur les outils du type intelligence artificielle. Je pense par exemple à l'école Creative Seed à Rennes, en pointe sur l'IA appliquée à l'image de synthèse, ou à l'Engmin, l'école publique du jeu vidéo, qui est évidemment un secteur pionnier en la matière. Dans le cadre de France 2030, il nous faudra investir davantage pour répondre aux gigantesques besoins de formation et favoriser la formation professionnelle partout, pas seulement dans les écoles qui forment déjà au numérique. Dans toutes nos formations, en fait, peuvent être potentiellement concernées. Je pense à l'enjeu aussi de l'information et aux écoles de journalisme, puisque se former à débusquer les fausses informations par l'IA va devenir aussi essentiel. Ça sera l'un des objets d'ailleurs des États généraux de l'information, et je sais qu'ils sont dans d'autres salles en ce moment même au CESE en train de mener certaines auditions et certaines expérimentations aussi avec l'aide de Camille François depuis les États-Unis sur l'IA au service de la lutte contre la désinformation. Parce que les deux sont en fait à l'œuvre, l'IA pour désinformer, mais l'IA pour lutter contre les désinformations également. L'année 2024 va être décisive. Rien n'est jamais acquis et les défis à venir ne manqueront pas. Après les élections européennes du printemps prochain, une nouvelle commission se mettra en place à Bruxelles. Les conséquences de l'IA pour nos secteurs figureront nécessairement à son programme de travail. À nous d'y contribuer en lien avec nos partenaires dans les différents États membres pour poursuivre le travail de conviction et faire émerger des pistes d'action, en particulier dans le champ de la propriété littéraire et artistique. Il ne faut pas s'interdire d'anticiper ces prochains travaux décisifs en lien avec le CSPLA, et nous avons besoin de la mobilisation de chacun et chacune d'entre vous. Je relisais avant de venir un discours que j'aime beaucoup de mon illustre prédécesseur André Malraux, quand il a inauguré la Maison de la Culture d'Amiens en mars 1966. Il évoquait dans ce texte la présence de la machine, disait-il. La machine qui a changé le rapport de l'homme et du monde. Et il disait, aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Il dit dans ce discours que la machine veut se poser en usine à rêves, en multiplicatrice de rêves. Or, ces usines à rêves ne sont pas là pour grandir les hommes, dit-il, mais pour gagner de l'argent. Tous ces débats, je trouve, font merveilleusement écho à vos conversations de la journée et à tout ce qui nous attend en 2024. Et Malraux, dans ce discours, rappelle que ce que la France a de plus précieux et ce que jamais le monde n'a connu d'aussi fort, c'est une puissance d'imaginaire. Et j'aime beaucoup avoir ces mots comme boussole, cette puissance d'imaginaire qui vient de vous, les créateurs, les créatrices, les auteurs, les autrices. Et c'est ça qu'on doit garder comme cap pour l'année qui vient et toutes les autres qui suivront, pour continuer à batailler, pour préserver vos droits, mais au-delà de vos droits, cette puissance d'imagination qui fait que la France est la France. Je vous remercie.